important vraiment pour tout le monde que la Côte d'Ivoire s'exprime sur la situation qui prévaut. Nous avons donc le plaisir pour vous de recevoir aujourd'hui l'honorable Yao, que vous connaissez certainement tous. Avec lui, je suis heureuse aussi d'avoir M. Fulgence Cablon, maître Fulgence Cablon, avocat d'affaires, juriste. Et ça c'est pas le moindre non plus, M. Touibi Irié, anciennement secrétaire général de l'ENA et actuellement en fonction à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Avec ces trois éminentes personnalités, nous allons discuter de la situation en Côte d'Ivoire et surtout, nous allons chercher des voies de sortie. Nous allons chercher des propositions. Alors, pour commencer, j'aimerais bien, parce qu'ils ne sont pas ignorants de la situation et leur voix peut porter, leurs explications peuvent peut-être aider tout le monde, j'aimerais bien poser d'abord, comme première question, un résumé du contexte dans lequel nous vivons, d'où c'est venu, comment ça se fait que nous sommes arrivés à ce genre de situation et pourquoi alors parlons-nous aujourd'hui de réconciliation? Pour présenter le tableau de la situation actuelle, nous pouvons dire simplement que la paix en Côte d'Ivoire n'est pas encore effective. Elle n'est pas encore bien comprise, elle n'est pas encore profonde. Et peut-être une partie de la population semble croire, semble penser être en paix. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Les méfiances sont encore nombreuses, vous l'avez dit tout à l'heure en intro. Et pour développer dans ce sens, si nous voulons parler des causes de ces situations, on peut citer des causes endogènes à l'intérieur de nous-mêmes, dans des populations vivant sur notre territoire. Il y a aussi des causes exogènes, mais nous n'avons pas forcément tout de suite nous étendre sur toutes les causes. Peut-être aborder juste un point, le temps de partager donc, la parole avec les autres. Parlons donc de causes endogènes. Bon, il y a encore ce rappel de cette situation, du fait socio-culturel né dans les années 1993, à partir de 93, pratiquement accentué en 98, ce concept de l'ivoirité qui a créé une scission parce que, mal compris, ce concept, alors que peut-être dans son fondement, il était intéressant, il était bon, mais on s'est dit tout de suite qu'à partir de ce concept, on serrait la population, les Ivoiriens seraient d'un côté, et les autres de l'autre. Et ça a mené tout de suite la deuxième cause, la cause économique, parce que les gens ont vu les intérêts menacés. Alors si on dit l'ivoirien, le concept d'ivoirité n'a pas été bien perçu en ce moment, donc si tout doit revenir à l'aspect ivoirien, et moi qui suis de l'autre côté, qui ai mes enfants qui sont nés ici, j'ai tous mes intérêts ici, je parle donc de nos frères africains d'à côté. Qu'est-ce qui va advenir de tout ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire? Est-ce que j'aurai un avenir? Voilà, donc ce sont ces appréhensions, ces interrogations, bien entendu avec l'explosion que malheureusement les politiques ont fait de la situation. Donc c'est ce qui a mené un peu ce blocage. Donc ça crée tout de suite, un bloc de méfiance, et c'est ce bloc de méfiance qui a conduit à des comportements, des attitudes exacerbées par certaines situations sur lesquelles nous allons développer plus tard. Merci beaucoup, maître Kaplan. Alors, monsieur Touibi, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ça? Ok, merci bien. Je voulais, avant tout propos, remercier la radio Alpha Mundi FM pour cette opportunité qu'elle nous offre pour parler de réconciliation, qui est le plus grand trésor que nous puissions partager. Je vous remercie également, vous qui nous offrez, nous tendez votre micro, que nous puissions nous exprimer sur la question. Cela dit, je voudrais revenir sur le contexte, comme vous l'avez demandé, le contexte de la crise. Mais je ne vais pas utiliser le même angle de focalisation que mon prédécesseur. D'accord. Parce que pour moi, la crise que nous vivons n'est qu'un épiphénomène
La cause, elle est vraiment lointaine. Je m'explique. Oui. Il faut inscrire la crise que nous vivons dans un contexte mondial même. Mondial, un contexte à la fois politique et économique. Je vais rester dans la situation exacte de la Côte d'Ivoire. Exactement. Tout à l'heure, il a dit, à partir des années 90, les Ivoiriens ont commencé à être sérieux. Mais les Ivoiriens, en interne, c'est-à-dire les Ivoiriens, et puis à côté d'eux, les autres frères de l'Afrique occidentale et de l'Afrique en général. Mais pourtant, ce sont les mêmes populations qui vivaient en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance de ce pays. Absolument, oui. Mais pourquoi de 60 jusqu'au début des années 90, on n'a pas vécu cette crise? Pourtant, ce sont les mêmes populations, les mêmes acteurs qui étaient là. Il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu des années 90 jusqu'à maintenant, on vit cette crise. Sauf que la cause doit être recherchée plus loin. La crise, avec les, comment dire ça, le programme d'ajustement structurel. Après, ce programme d'ajustement structurel renforcé. On a connu le miracle ivoirien. Tout à fait, oui. Pendant le miracle ivoirien, il n'y avait pas de crise. Donc la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, la crise économique, a eu un impact sur l'économie et sur le pouvoir d'achat de chacun des ressortissants de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou non ivoiriens. Et ça a créé un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'autre. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut chercher l'une des causes de la crise que nous vivons. C'est pour ça que moi j'appelle ça un épiphénomène. Je vais ajouter que moi je regarde ça de loin. Quand je dis de loin, pas que je sois indifférent à cela. Je me dis que ce que nous vivons là n'est qu'une étape d'une série de cycles. Comme la vie normale d'un humain, comme la vie d'une société. Ça fonctionne de façon cyclique. Il y a des moments où c'est comme une courbe qui n'est pas complètement ascendante. Il y a une courbe qui est sinueuse. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où c'est stable, il y a des moments où ça descend, etc. C'est comme ça que je regarde la crise que nous vivons. Je suis en train de dire que je suis optimiste en réalité et que la situation que nous vivons là n'est qu'une parenthèse de laquelle nous allons sortir rapidement. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup, professeur. Et j'espère que toute la Côte d'Ivoire va partager votre optimisme et que nous allons vraiment y arriver. Alors maintenant, honorable Mayoro, est-ce que vous pouvez nous situer selon votre point de vue? Merci beaucoup. Je voudrais, à la suite des deux amis, les deux frères, saluer la radio Alpha Blondy FM et saluer, comme on dit, le Coran lui-même, qui nous associe à cette initiative de réconciliation. Nous savons tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire pour la réconciliation depuis la crise, avant même la crise post-électorale. Quand il y a eu la crise, il s'est battu, il avait même été nommé ambassadeur de la paix. Et je pense qu'avoir une telle émission sur sa radio, c'est la continuité de cet engagement. Exactement. À vous aussi, je voudrais dire merci de nous associer. Pour moi, la crise en Côte d'Ivoire, il faut l'aborder. D'abord, il y a le contexte. Il faut partir dans le contexte. Quand on vient au plus immédiat, je pense qu'il y a ce sont donc des visions politiciennes. C'est donc pour des intérêts politiciens que les Ivoiriens ont été donc divisés. Tout à l'heure, Maître a parlé donc de l'ivoirité, et cela est vrai. Et il y a aussi, à travers donc cette ivoirité, l'histographie de la Côte d'Ivoire. On a présenté la Côte d'Ivoire comme un no man's land, où les Ivoiriens seraient venus d'horizons diverses pour se retrouver ici. Les Akans du Ghana, ceux qu'on appelle les Malinkoum et les Djoula du Mali, de la Guinée, les Sénoufos, bien les Gours de la Haute-Volta, du Burkina actuellement, et les Kourou, ce qui n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire n'était pas un pays inhabité, puisque quand vous allez dans des régions, vous verrez des traces, donc on trouvera la pierre taillée, la pierre polie, on trouvera des traces d'agriculture. Ça veut dire que ce pays a été habité depuis les premiers millénaires et que le peuple sénoufo, par exemple, a toujours été ici, mais se retrouve sur plusieurs pays. Mais pourquoi on voudrait que la Côte d'Ivoire soit un pays inhabité et que brusquement, à partir du XVIe siècle, les gens commencent à venir? C'est donc cette histographie qui a mis en avant les thèses de l'autochtonie. Nous sommes plus autochtones que vous, donc vous êtes des étrangers et vous n'avez pas droit de citer ici. Après donc cela, il y a effectivement la question
économique, mais surtout du foncier rural qui a été donc exacerbé. On sait tous que l'économie de ce pays repose sur le binôme café et cacao et que des populations venant du centre, du nord et autres sont descendues dans les zones forestières pour participer à l'édification, à la construction d'une économie forte basée sur le café et le cacao. Et beaucoup plus tard, le palmier à huile, les VA. Donc, c'est un cadre qui voit très bien que c'est cette économie florissante qui a donc, et avec eux, des populations venant donc des pays frères. Ils ont donc dit, voilà, les gens sont venus prendre nos terres. Malgré l'existence d'une loi sur le foncier rural depuis 1998, les gens continuent d'exacerber cela en disant, ils ont volé nos terres, ils sont venus nous envahir, nous sommes envahis. Mais vraiment, de ces thèses qui exacerbent donc la division et qui créent donc des tensions. Donc pour moi, ce sont donc, bon maintenant avec tous les réflexes dans l'administration, quand quelqu'un est élu, c'est d'abord son frère, c'est les gens de sa région, de son ethnie, tout ça. Donc on s'est dit, la meilleure voie, il faut que je soutienne forcément mon frère qui est en politique pour que moi aussi je connaisse cette promotion. Donc, il ne me connaît pas souvent. Voilà. Et puis bon, il faut le dire aussi, la non-application aussi des résolutions ou la mauvaise application des résolutions du Forum national sur la réconciliation qui a eu lieu, qui avait mobilisé pendant des mois toutes les énergies, toutes les insurgences en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, ça a donc continué. Et bon, je dis, c'est toujours des intérêts politiciens. Vous verrez que après donc l'aspect économique et tout, cette vision va descendre jusque dans l'armée. Et là, des gens d'une région bien supposée telle, d'une religion seront pourchassés parce qu'ils seraient légitimement, selon ceux qui sont donc les auteurs, mais qui vécu ces thèses-là, proches de tel ou tel leader. Et donc voilà tout ce cocktail qui a été réuni. Et il faut donc sereinement aborder cela, non pas pour continuer d'exacerber ces sentiments, mais pour dire à tous qu'en réalité, c'est pour des intérêts immédiats, mais que ce qui nous réunit est plus grand que ce qui nous divise. Et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus aller faire donc des conquêtes des territoires et que nous sommes obligés de vivre ensemble, quoi qu'il arrive. Et enfin, c'est là que je vais finir, c'est la mauvaise compréhension, mais la mauvaise explication de la notion de la nationalité. La nationalité qu'on lie à un peuple ou bien à un village. Quand tu dis tu es Ivoirien, on dit il est de quelle région, il est de quel village. Oui, tout à fait. Alors que la nationalité, quand même, c'est une loi. Un Ivoirien, celui qui a au moins un des deux parents ivoiriens. Peut être Ivoirien, Ivoirienne, une étrangère qui se marie à un Ivoirien, elle devient automatiquement Ivoirienne. Et Ivoirien, celui qui se marie à une Ivoirienne, il a donc un stade de 5 à 10 ans, et puis maintenant fait la demande donc, de nationalité. Donc on n'est pas obligé d'être lié à ça. À preuve, il y a des Ivoiriens, quand les femmes sont enceintes, mais les Ivoiriens, quand elles sont enceintes, elles vont accoucher en France, aux États-Unis, juste 2 semaines, et puis ils deviennent français, tout ça, sans que cela ne nous choque. Mais nous sommes choqués quand un de nos frères d'origine burkinabé, malienne, gambien, sénégalais est ivoirien. Donc on lit aussi notre nationalité au nom. Quand on entend un nom, on veut tout de suite savoir, est-ce que lui la main c'est bon ivoirien? Parce qu'il a tel nom. Et je vais finir par cette année. Une fois, j'ai regardé un match, et puis il y a un joueur allemand qui s'appelle Mehmet Scholl. Quand ils ont dit son nom, nous tous et celui-là c'est Mehmet Scholl. Et c'est allemand ça. Et puis, mais je me suis mis à rire, mais voilà, vous voyez les Ivoiriens. On est vraiment. Voilà, c'est donc un peu quelque chose. Et je pense que je garde l'optimisme de professeur Touibi pour dire que nous sommes obligés et nous devons forcément et nous allons forcément nous retrouver. De toute façon, nous y sommes déjà. Ah, Dieu vous entende. Dieu vous entende. Alors, nous y sommes déjà, tant mieux. Mais j'aimerais quand même demander aux uns et aux autres de nous dire un peu quelles sont les personnes qui doivent vraiment agir, dont la voix peut vraiment porter sur la population, quand je pense que la population qui est un fort pourcentage analphabète, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'a pas eu certaines notions, par exemple, du système démocratique, et qui se voit imposer
ce qu'on appelle la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc dans un contexte pareil pour que les gens comprennent qui doit agir selon vous? Parce que je pose la question parce qu'on peut parler de tellement de catégories de personnes. Alors c'est pour ça que je pose cette question et j'aimerais bien que vous me disiez un peu quelles sont les personnes sur qui on doit pouvoir s'appuyer pour vraiment atteindre cette réconciliation. Maître Kabon. Merci pour cette question. Tout de suite, moi je vise les religieux. Je vais rester un peu sur cet angle. Religieux? Oui. Parce que c'est des leaders d'opinion assez importants, incontournables, qui logiquement doivent être de bons rassembleurs. Logiquement, oui. Oui, logiquement, effectivement. Donc, ils doivent être de bons rassembleurs. Mais la réalité est tout autre. La religion, au contraire, a participé de la division des Ivoiriens, malheureusement, ça il faut le dire. Parce qu'on n'a pas regardé les principes de la parole de Dieu, on n'a pas encouragé ce à quoi Dieu recommande chacun d'entre nous. On a regardé plutôt, comme l'honorable le professeur l'avait indiqué, des intérêts partisans. Notamment, on a fait en sorte que le politique a déteint sur tous les autres aspects de la société humaine. Et la religion a contribué à ce que le politique atteigne son objectif à ce niveau. Alors que la religion devait être neutre selon la parole de Dieu. Elle ne devait s'impliquer en aucun cas dans les affaires politiques. Et je suis pas là, je veux dire juste à ce niveau que si la religion suivait vraiment l'exemple des guides dont elle parle, devrait vivre, pratiquer la paix, dire la vérité, vivre dans l'amour. Mais je dis que c'est l'hypocrisie religieuse à ce niveau et la religion a failli à son rôle, il faut le dire honnêtement et avec courage. Si vous êtes un parti libéral, vous expliquez à vos partisans ce que c'est que le libéralisme et ce que vous comptez faire, parce que c'est sur ça qu'on vous jugera au terme de votre mandat. On ne vous jugera pas sur la base de votre nom, de votre religion, de votre taille, mais de votre teint. Vous nous avez dit que vous ferez ceci au bout de tel nombre d'années. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je pense que c'est à ça qu'il faut revenir, à ces fondamentaux en politique. En 90, les gens étaient engagés dans les partis politiques, non pas sur la base. Aujourd'hui, les partis cherchent à s'adosser sur des régions, sur des religions. Donc, ce sont ces petites considérations-là dont il faut sortir. Et je dis souvent à certains de nos partis, vous voyez, quand on construit une route, on ne demandera jamais la nationalité, la carte d'identité ou la carte des membres d'un parti politique pour y aller. On construit une route pour l'édification de l'économie d'une nation. Ensuite, il y a, je pense qu'il faut aussi une forte implication des chefs traditionnels à travers la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui sont au plus près. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ce sont des auxiliaires de l'administration. Avant, ils étaient jusque-là, je crois jusqu'à l'année passée, des auxiliaires de la colonisation. Donc, mais aujourd'hui, ils sont des auxiliaires de l'administration. Donc, ils sont au plus près. Les chefs traditionnels, c'est-à-dire les chefs des différents peuples, leurs chefs et rois, et les chefs de communauté, qui peuvent parler à des micro-personnes en leur expliquant l'implication de tout le monde. Il y a aussi le fait que, moi, je voudrais que les opérateurs économiques s'engagent aussi. Par exemple, la chambre des métiers, la chambre d'industrie. Et donc, c'est important que tout ceci, on sache que eux aussi, leur intérêt, pour qu'eux-mêmes puissent prospérer, il faut qu'il y ait la paix. Donc, voici, je ne veux pas, comme il faut aussi laisser des choses. Et évidemment, la bonne application et la vulgarisation, une meilleure explication de la loi sur le foncier rural, pour que les gens comprennent que, par exemple, la loi a été prorogée encore de 10 ans. Mais cette fois-ci, même avec la nouvelle constitution, cette loi maintenant fait partie des lois fondamentales. C'est-à-dire qu'elle incluse donc dans la nouvelle constitution.
il faut l'expliquer, il faut la vulgariser. Et dire aux gens, il est dit dans la nouvelle loi, que peut être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire un national. Si vous n'êtes pas un national, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes... et ça doit être une personne physique, pas une personne morale. Tout ceci pour éviter que, demain, des gens se cachent à travers des sociétés, payent donc des parcelles de terre et cela donc leur revient. Donc, quand on n'est pas un national, des personnes non physiques, on ne peut que faire de la location pendant au plus 99 ans. Donc, voilà un peu ce que je propose pour que la réconciliation soit une... Mais il faut maintenant sortir des thèses justes et imparables et dire à tout le monde que on doit faire un pas vers l'autre. Oui. Que chacun fasse donc le pas vers l'autre dans la sincérité.